Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Vendredi 21 mai 2021, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission qui fait le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Avec moi sur ce plateau, dans cette émission, il sera question du sommet de financement de l'économie africaine, de l'investiture du duo Talon Talata le week-end prochain à Porto Novo. On parlera de l'entrepreneuriat et bien sûr du sport. Sans plus tarder, démarrons avec la rubrique débat. Quelques semaines après la demande de moratoire immédiat sur leurs dettes extérieures jusqu'à la fin de la pandémie, les dirigeants africains et européens en collaboration avec les grandes organisations économiques internationales se sont réunis du mardi au mercredi dernier à Paris. Objectif, trouver une solution à la question du financement des économies africaines. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Cassius Samba. Cassius Samba, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi de près cette actualité. Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises à la sortie de ce sommet? Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Il faut noter que le sommet sur le financement des économies africaines qui s'est tenu le mardi dernier à Paris a pour objectif de trouver des solutions, et cette fois-ci des solutions économiques, à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il faut dire que l'expérience de ce sommet date de 1960 et les dirigeants européens et africains et certaines institutions multilatérales se réunissent et voient dans quelles possibilités ou encore dans la mesure du possible, ce qu'il peut faire pour aider l'Afrique à sortir de ces problèmes, à sortir de ces difficultés. Je l'ai dit tout à l'heure, le développement de l'Afrique, tout porte à croire que le développement de l'Afrique est ce qui impressionne ces dirigeants africains et européens qui se réunissent à de pareilles rencontres. Cette fois-ci, ils se sont réunis pour parler du déficit de financement de 290 milliards de dollars annoncé par le FMI. Suite à la crise de Covid-19 ou encore pendant que nous sommes dans la crise de Covid-19, le FMI a annoncé que d'ici 2023, l'Afrique pourrait être heurtée à 290 milliards de dollars pour besoin de financement économique. Et cette fois-ci, il est décidé que 100 milliards de francs CFA soient donnés à l'Afrique d'ici la fin de l'année pour l'aider. Il faut dire que face à 290 milliards de dollars et 100 milliards de dollars trouvés comme solution, la solution n'est pas encore trouvée. Très bien même on reconnaît que c'est un apport. Il faut noter que il y a ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux qui reviennent aux pays riches, et c'est selon ce principe que les pays riches décident de quoi ils laissent dans leurs droits en faveur des pays pauvres comme les nôtres, comme les pays africains. Si le déficit annoncé par le FMI s'élève à 290 milliards de dollars et qu'on est actuellement en train d'envisager trouver 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année à l'Afrique, je pense que c'est un apport, mais la solution n'est pas encore trouvée. Et sur les 100 milliards de dollars, rien ne prouve encore que c'est ça nous allons, ou c'est ça les dirigeants africains obtiendront d'ici la fin de l'année. Parce qu'il y a 33 milliards possibles. Face à ce principe de droit de tirage spéciaux, c'est 33 milliards de dollars qui est possible. D'accord? Pour atteindre le seuil de 100 milliards souhaité, il faut forcément que les pays riches renoncent à leurs droits et acceptent d'aider autrement les pays africains. Cassius Samba, dites-nous de façon concrète que gagne le Bénin. Je crois que le Bénin n'est pas épargné, n'a pas une situation totalement particulière par rapport aux autres pays africains. Il faut dire que actuellement, c'est dans ce quota de 100 milliards que le Bénin va trouver sa part, si cela arrivait vraiment que c'est octroyé. Encore que le Bénin commence à sortir la tête de cette crise, où le Bénin, en quelque sorte, donne l'impression qu'elle a une autosuffisance qui lui permet quand même de tenir la tête à la crise. Du sommet de Paris, atterrissons au Bénin pour aborder l'investiture du duo Talon Talata avec Koshimo Rumbadji, notre analyste politique que nous allons tout de suite retrouver au bout du fil. Koshimo Rumbadji, bonjour.
Vous n'êtes pas sans savoir que, conformément à la tradition et au test de la République, Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabit Alatazimé seront respectivement installés dans leurs fonctions au stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce dimanche. À cet effet, seul le président prêtera serment. Pourquoi la colistière de Talon est-elle mise à l'écart? Bonjour Érudit, merci de me permettre d'opiner sur cette actualité ce matin. Alors déjà, il faut savoir que la loi fondamentale, la Constitution révisée en 2019, novembre 2019, n'a pas prévu que la vice-présidente ou le vice-président prête serment. C'est le président de la République qui prête serment. La formule de serment est indiquée pour être donc citée par le président de la République. Et donc, la vice-présidente, elle sera là, elle sera présente, mais elle ne prêtera pas serment au même titre que le président de la République. Je crois que on va pas forcément parler de mise à l'écart parce que la loi ne l'a pas donc prévu. Je pense que ça fera partie des innovations que les gens vont apporter à la loi fondamentale, à la longue certainement. Quelle sera sa fonction aux côtés du président? Alors, vous cherchez à comprendre ou à savoir les privilèges que la vice-présidente doit avoir. Déjà, il faut dire qu'elle a plusieurs rôles à jouer, entre autres, représenter le président de la République lorsque celui-ci est empêché pour une activité ou une cérémonie. C'est-à-dire le président de la République peut se faire représenter par la vice-présidente à l'intérieur comme à l'extérieur du pays lorsqu'il est donc empêché ou lorsqu'il ne peut pas participer à une activité ou à une invitation. Autre chose, la vice-présidente de la République devient désormais la grande chancelière de l'ordre national. Elle va désormais se charger de remettre les décorations, de distinguer les fonctionnaires qui seront promus ou nommés dans l'ordre national. L'autre rôle très principal également de la vice-présidente, c'est elle est désormais en mesure d'assurer la vacance de la présidente de la République, la vacance du pouvoir lorsque le président de la République est empêché définitivement ou décède ou démissionne. Ce sont des cas de figure qui ne sont pas souhaités, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est d'ailleurs pour ça que le législateur l'a prévu. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, c'est la vice-présidente ou le vice-président de la République qui assure la présidence donc, de la République. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pour toute cette mission qu'elle aura à assumer en termes de privilèges, on doit quand même s'attendre à beaucoup de choses en termes de rémunération, en termes de sécurité, en termes de personnel. C'est vrai que ça ne va pas atteindre, les privilèges ne vont pas atteindre ce que le président ou ce dont le président de la République jouit, mais ça ne doit pas être forcément très loin également. D'accord, Koshimo, vous venez d'enchaîner la question du rôle de la colistière de Talon avec celle de ses privilèges. Je comprends à cet effet. Allons à une autre question à présent. Les réseaux sociaux annoncent la mise en alerte de l'année de l'armée depuis ce lundi 17 mai. Toutes ces dispositions sont-elles liées au contexte actuel du pays ou c'est conforme à la Constitution? Oui, depuis quelques heures, on a appris cette information selon laquelle l'armée est en alerte. Et c'est vrai qu'on n'est pas très habitué à attendre ces genres de choses, mais je crois que ce sont des trucs naturels, ce sont des dispositions que l'armée prend souvent en de pareilles circonstances, parce que une cérémonie de prestation du président de la République, ce n'est pas une cérémonie ordinaire. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il faut prendre des dispositions sécuritaires pour donc minimiser les risques de troubles à l'ordre public. Et c'est d'ailleurs ce que redoute l'armée. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous sommes dans un contexte politique un peu compliqué qui conforte donc ces dispositions ou ces mesures que l'armée prend. Donc je pense que c'est pour assurer la sécurité de la cérémonie, c'est pour assurer la sécurité de tous ceux qui vont se déplacer, pour que les choses se passent normalement bien, quoi. Et surtout, j'insiste sur le contexte politique actuel, parce que depuis quelques jours, il y a eu des munitions qui ont été saisies. À l'intérieur, il y a des gens qui sont soupçonnés d'atteindre à la sûreté de l'État, d'appel à l'insurrection et tout ce que vous savez. Donc, je crois que cette disposition, cette mesure que la hiérarchie militaire a prise, c'est comme je le disais, pour permettre à ce que les choses se passent normalement bien et surtout dans le calme.
Koshimo Rungbadir, l'opposition prendra-t-elle part à cette investiture du gouvernement ou elle sera laissée sur le carreau? Alors, en ce qui concerne la présence de l'opposition le dimanche prochain, je crois que l'opposition a désormais un visage unique, qui est Paul Rompé, le chef de file de l'opposition. Donc, je pense qu'une invitation, il doit être invité. Il fait certainement partie des personnalités qui sont attendues à cette cérémonie. Donc, on ne va pas s'attendre à voir toute l'opposition, ça, ce n'est pas évident. Vous n'allez pas forcément voir sur la contasse d'opposants radicaux, ce n'est pas très sûr parce que, comme je le dis, toute l'opposition, en tout cas, au vu de la loi, au vu du statut de l'opposition en République du Bénin, le visage unique actuellement de l'opposition, c'est Paul Rompé. Et surtout quand on est dans un contexte où, bon, la cérémonie ne connaîtra pas forcément un grand nombre d'invités. Et je crois que Paul Rompé sera invité pour représenter toute l'opposition. Koshimo Rungbadi, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique à Bénin Web TV. Horizon Social se poursuit avec nous sur ce plateau. Tout de suite, la rubrique entrepreneuriat. Cassius Samba, je vous retrouve à nouveau pour la rubrique entrepreneuriat de ce jour. Au Bénin, le domaine du numérique connaît une grande avancée. 11 startups ont été financées par le gouvernement le 14 mai dernier à travers le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. De quoi s'agit-il ? Eurydice Tosso, mesdames, messieurs, il faut dire que le gouvernement du Bénin a choisi d'accompagner 11 petites et moyennes entreprises appelées le start-up dans le domaine du numérique. Il s'agit des jeunes femmes et des jeunes hommes qui, ensemble, ont compris le système de l'entrepreneuriat numérique, qui veulent apporter leur apport en termes de création d'emplois sur le plan numérique. Et donc, ils ont été sélectionnés par le gouvernement après des sélections. Ces jeunes ont planché devant des jurys qui ont amendé le contenu de leur programme, le contenu de leur idée qu'ils veulent développer. Et c'est sur cette sélection que le gouvernement a décidé de leur octroyer un financement qui va de 5 millions à 50 millions. Juste après vous, on retrouve Franck Dansour pour le sport. Franck Dansou, bonjour. Oui, bonjour Eurydice. Démarrons cette actualité sportive par le Tour cycliste du Bénin. Vous nous dites ce matin que le Burkina Faso est toujours en tête. Effectivement, vainqueur des 3 premières étapes de ce 16e Tour cycliste du Bénin, le Burkina Faso, par le biais de son cycliste Paul Domon, tient le haut du pavé. Les talents dominent les débats depuis le premier critérium jusqu'à celui d'hier à Parakou. L'étudiant de 21 ans en année de licence conserve ainsi le maillot jaune et est en voie d'être le grand vainqueur de ce tour. Rappelons que cette fête de la petite reine a démarré le lundi 17 mai dernier et prendra fin le samedi 22 mai 2021. Cette compétition sera courue en 6 étapes et connaît la participation de plusieurs pays de la sous-région, dont le Bénin. Du Tour cycliste, mettons le cap sur la Super League Pro. La première partie de saison est déjà à sa fin. La Super League, lancée à la suite du championnat zonal, a connu ce mercredi 19 mai 2021 la fin des matchs de la phase aller. Au résultat des comptes, on retrouve les Buffles du Borgou en tête avec un total de 20 points, suivi respectivement de l'Autopopo et Zahe 17 points et de Béké 17 points. Au bas du classement, Dynamo de Parakou, Assos et Audio occupent les dernières loges. Notons que le meilleur buteur à cette étape de la compétition, Anon Malik Tanguy, attaquant de Béké Football Club. La phase retour est prévue pour démarrer le 29 mai prochain. Puis en Euro 2021, Didier Deschamps et Joachim Low dévoilent leur liste. En marge de la Coupe d'Europe qui commence le 11 juin 2021, les sélectionneurs des différents pays qualifiés dévoilent déjà les noms des joueurs qui devront défendre les couleurs de leurs sélections respectives. À cet effet, Didier Deschamps a levé un coin de voile ce mardi 18 mai 2021 sur les 26 qui prendront part au tournoi en juin prochain. Même si le statut de l'équipe a été conservé, on
note la première convocation du franco-béninois Jules Koundé et le grand retour de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, écarté depuis près de 5 ans suite à des déboires extra-sportifs. Tout comme lui, Joachim Löw a dévoilé sa liste avec le retour de Thomas Tuchel et de Mats Hummels. Rappelons-le, l'Euro c'est du 11 juin au 11 juillet 2021. Franck, Karim Benzema fait son retour en équipe française. Qu'est-ce qui justifie ce grand retour? Alors, il faut d'abord rappeler que Karim Benzema a été écarté de la sélection française. Cela fait exactement 5 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et depuis ce temps, Karim Benzema n'a pas cessé de performer sur les terrains de football, notamment dans son club Real Madrid, où depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il est pratiquement devenu le maître à jouer de cette équipe-là. Donc, je crois que ce sont ses performances sur le plan professionnel qui ont plaidé en sa faveur. Et également, selon les dits de ce qu'on a lu un peu après sa convocation, son grand retour, je vais le dire ainsi, en sélection, c'est que certains de ses coéquipiers également ont plaidé pour un retour en sélection. On cite Olivier Giroud, Raphaël Varane, Hugo Lloris et bien d'autres. Donc je crois qu'en gros, ce sont ces performances-là, depuis tout ce temps, qui lui ont permis de faire un retour en sélection, et je crois que ce ne sera que tout bénéf pour les Bleus. À quoi était due l'absence de Karim Benzema ces 5 ans? Non, bon, je crois que cette affaire, elle a fait le tour pratiquement du monde. Hein. C'est la fameuse affaire Cestep qu'il a posée à son ancien coéquipier en sélection, Mathieu Valbuena. Donc, il y a eu des procès. Après cela, il y a eu des écarts de langage entre Benzema et le sélectionneur Didier Deschamps. La situation était tendue entre les deux. Donc, l'ambiance n'était pas du tout gaie entre les deux hommes. Donc, ce qui a fait que son absence a duré, on va dire, presque une éternité, 5 ans. Donc, finalement, Didier Deschamps a décidé de lâcher du lest, j'y arrivé. Donc, voilà, ce qui nous permet maintenant de revoir Karim Benzema en sélection. Merci à vous, Franck Dansou, pour toutes ces informations sportives. Eh bien, ce sera tout pour Horizon Social de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. À très vite. Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société.